C'est nouveau, ça m'intéresse. Léa Moscona. C'est l'histoire de deux frères qui, après la mort de leur père, découvrent des manuscrits dans une armoire, une vieille armoire. Ces manuscrits, c'est un morceau de sa vie, celle qu'il a passée à partir de 1948 à Paris. Aujourd'hui, ces manuscrits sont devenus un livre à titre posthume, un très beau livre, Mon après-guerre à Paris, paru aux éditions Grasset. Et ce livre, c'est celui de Serge Moscovici, le fameux psychosociologue et également le théoricien de l'écologie politique. Pour en parler ce matin, j'ai le grand plaisir de recevoir l'un de ses fils. Il s'agit de Denis Moscovici. Bonjour Denis Moscovici. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci d'avoir accepté mon invitation. On va parler de votre papa, évidemment, de sa personnalité, des thèmes qu'il aborde dans ce livre, notamment l'amitié, ses rencontres avec des intellectuels, ses études, son engagement politique, ça lui a sauvé la vie, il le dit d'ailleurs. On va parler aussi de son judaïsme, de sa vision et de son analyse assez fine de l'antisémitisme et puis des femmes. Si on a le temps, on parlera évidemment de votre maman qui est aussi a été une remarquable psychanalyste, Marie Bromberg, Marie Moscovici. Avant cela, peut-être ce qui est intéressant de noter, c'est la genèse de ce livre. Ce sont des manuscrits donc que vous avez découverts dans une armoire. Alors, une petite chose me chiffonne. Pourquoi avoir voulu publier ces textes alors que manifestement votre papa y avait renoncé ? Alors, je ne sais pas s'il y avait renoncé. Ce qui est certain, c'est que mon père, pour faire la genèse complète, avait écrit un premier livre de mémoire qu'il a publié en 1997 ou 98 chez Stock, qui s'appelle Mémoire chronique des années égarées, qui est un très beau livre dans lequel il parlait de son enfance, de son adolescence, jusqu'à son arrivée à Paris, donc de 1925 à 1948, en Roumanie. Voilà, c'était une révélation. Je pense qu'il a écrit ce livre aussi pour ses enfants, pour sa descendance, pour témoigner de ce qu'il avait vécu, dont il ne parlait strictement jamais que sous la force des questions que nous pouvions lui poser. Voilà, donc vous avez tout découvert en 97 ? Pas complètement tout découvert, parce qu'on en avait beaucoup parlé avant, mais en tout cas, c'est un livre qu'il avait démarré une vingtaine d'années avant, donc c'était quelque chose qui lui tenait à cœur. Il avait souhaité écrire ce premier volume de mémoire lorsqu'il était à la fondation Vandelire à Jérusalem, et donc visiblement ça l'avait suffisamment remué, ce voyage, pour que il ait envie d'écrire ses mémoires, de témoigner, puisque dans ce livre il parle vraiment des années noires aussi en Roumanie, hein, donc l'antisémitisme déjà, du pogrom de 41 de Bucarest, dont il a écrit un témoignage poignant, donc un magnifique bouquin. Et donc allait-il écrire la suite? C'était ce que tout le monde se demandait. Et en fait, il y travaillait. Nous savions qu'il y réfléchissait beaucoup parce qu'il interrogeait beaucoup ses amis, il interviewait beaucoup de ses amis, de ses connaissances. Oui, il le dit dans le livre. Toujours, il demande l'image qu'il avait. Voilà, et on retrouve on retrouve ces témoignages dans les notes que nous avons retrouvées. Et donc, on s'était habitué, on lui posait peu de questions, il était mystérieux, il disait pas sur quoi il travaillait. Toujours est-il qu'il a pris ses notes, il a écrit énormément de choses. Toute la matière qui est dans ce livre a été écrite par mon père. Et donc on ne savait pas ce que c'était devenu. Il n'a pas pu aller au bout de ce livre, j'imagine. Vous savez, les années, la fin de sa vie, la fatigue. Il a probablement à un moment donné arrêté d'écrire. Et puis le manuscrit, nous l'avons retrouvé. Et la première question que nous nous sommes posées, et lorsque nous avons souhaité demander à Alexandra de travailler sur ce livre, et elle a fait un travail absolument remarquable. Il s'agit d'Alexandra Léniel-Lavastine, qui était une collaboratrice qui le connaissait bien. Elle le connaissait, en effet. Ils étaient en relation. Alexandra a beaucoup travaillé sur la persécution des Juifs et l'extermination des Juifs en Roumanie. Elle a beaucoup travaillé aussi sur des intellectuels roumains ou d'origine roumaine, que sont Mircea Eliade, Ionesco et Sioran, sur lequel elle a écrit un livre. Et je me rappelle que à l'époque, quand elle a sorti son livre,
une partie des intellectuels qui avaient une image de Sioran ou ou d'Éliade tout à fait idyllique, se sont un peu insurgés contre les preuves que donnait Alexandra dans son livre de leur sur leur antisémitisme, de leur attitude depuis les années 30. Oui, et donc mon père est allé plusieurs fois dans des signatures à côté d'Alexandra pour la soutenir, témoigner et expliquer de quoi il y retournait. Voilà. Donc ce livre, nous avons découvert ce manuscrit, ces notes. On s'est interrogé en plusieurs langues en plus. J'ai cru noter. Il y a eu plusieurs langues. Il y avait plusieurs langues, donc il fallait vraiment. C'est un travail minutieux qu'elle a fait. Voilà, mais tout était classé tout de même. Et donc ce matériau, nous l'avons confié à Alexandra, qui d'abord effectivement s'est interrogé comme nous. Peut-on faire un livre? Donc effectivement, il y avait toute la matière, tout ce qui est écrit là, qui est très riche. Non seulement on pouvait en faire un livre, et c'est un magnifique livre. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un très beau livre parce qu'il écrit avec beaucoup de pudeur, et néanmoins il y a beaucoup de chaleur et beaucoup d'émotion. C'est vraiment très émouvant. On a envie de l'accompagner. On n'a même pas envie de terminer ce livre parce que on veut connaître ses opinions, ses analyses très très fines sur tout ce qui le touche. Alors les plus belles pages du livre, à mon sens, c'est cet hommage qu'il rend à ses amis, parce que voilà, comment dire, il arrive à Paris en 48 dans le dénuement le plus total. Il souffre de la pauvreté, la faim, le froid, la solitude, et il est même suicidaire. Il y a un moment donné. Ça, nous l'avons découvert. Et ce qui m'a aussi touché, c'est qu'il dit qu'il y a une petite chanson en yiddish qui lui a sauvé aussi la vie au moment où il avait ses moments les plus durs. Petite chanson en yiddish, mais surtout, ce qui lui sauve la vie, c'est ses études, cet acharnement qu'il a à devenir un homme d'études. En 42, il a 17 ans, c'est un jeune homme. Il est en plein dans cette Roumanie antisémite. Il vit ce drame et il se dit, si je m'en sors, il ne se dit pas, je ferai tout pour devenir riche, je ferai tout pour devenir célèbre. Non, je ferai tout pour être un homme d'études. Donc cet amour-là qu'il a pour l'étude, c'est ce qui le sauve. Et puis deuxièmement, ce qui le sauve, c'est surtout l'amitié. Et là, il va former un trio avec deux hommes magnifiques qu'il rencontre. Au moment où il le rencontre, ce sont des étudiants comme lui, juifs immigrés roumains, et qui vont vivre. C'est un destin extraordinaire. Il s'agit donc je vous laisse les présenter. Alors, en effet, donc il est arrivé, comme vous le dites, dans un dénuement total, avec l'envie de venir à Paris et d'apprendre, comme vous venez de l'indiquer, de devenir un homme de savoir et d'études. Oui. Et donc il rencontre, au hasard de ses différentes pérégrinations, il rencontre Paul Celan, qui est le poète que l'on sait, et Isaac Kiva, qui est devenu ensuite le directeur du laboratoire de Claude Lévi-Strauss. Donc ces deux personnalités ont formé avec papa effectivement un trio de ce qu'il appelle le trio de Métèque. Alors oui, il dit avec un peu d'ironie. D'ailleurs, c'est un étudiant français qui les appelle en les voyant venir les Métèques. Ça les a beaucoup heurtés. Mais bon, c'est certain. Je crois qu'il a les voyant arriver comme ça tous les trois, ils étaient sans doute toujours ensemble. Voilà, donc ça aussi, ça marque l'ambiance de ce Paris d'après-guerre qui n'est pas toujours très hospitalier pour ces juifs roumains qu'ils étaient. On a la légende de Paris, de la France heureuse, mais il y a aussi la réalité que décrit mon père, qui est donc celle de ces nuits d'hôtel dans des gourbilles, de ces gens sans argent. Mais ceci dit, Paris à l'époque a offert à ces personnes tout de même des possibilités. Un refuge et des possibilités. Et des possibilités. Vous avez raison de mentionner l'amitié qui a été tout au long de la vie de mon père extrêmement importante. C'est quelqu'un d'extrêmement fidèle en amitié, qui va et rester. Paul Celan, a connu un destin tragique. Il s'est suicidé. Avec Kiva, cette amitié a perduré tout au long de leur vie. Il dit qu'il a un lien de familialité avec ces deux-là. C'est-à-dire que c'est sa nouvelle
nouvelle famille en fait. Il se forge une nouvelle famille. Absolument. Si on lit le premier livre de mémoire, on apprend que la vie de famille de mon père n'a pas été simple, puisqu'il ses parents se sont séparés très tôt. Il a passé une enfance comme ça difficile, plutôt avec son père et la famille de son père. Donc une douloureuse vie familiale, et en effet avec ses amis, il se retrouvait dans une familiarité, comme vous le dites, et une familialité tout à fait impressionnante. Donc il y a eu d'autres personnes avec eux, il y a eu des gens comme Guy Flandre, etc., qui sont venus enrichir cette vie de bohème qu'ils ont connue durant ces années de Paris. Et donc il y a l'amitié, comme je le disais, et il y a les maîtres également, parce que ça c'est quelque chose d'important dans le livre. Il a eu la chance de rencontrer des maîtres, des gens Daniel Lagache et puis Alexandre Coiré. Et Alexandre Coiré, donc enfin moi je dis Coiré, on dit Coiré, certains disent Coiré, qui sont donc des personnes qui lui ont offert la possibilité d'étudier, de travailler, de se rapprocher de ce qu'il souhaitait faire. Il avait beaucoup d'humilité aussi, votre père, parce que même tout jeune, il se demandait pourquoi on s'intéressait à lui, pourquoi est-ce que le thème de sa thèse a été accepté par Daniel Lagache. Il a toujours eu cette humilité et peut-être ce complexe d'être un étranger. Son objectif, c'était aussi d'être un intellectuel français, d'être intégré. Je crois que jusqu'à la fin de sa vie, il a gardé son accent. Je ne suis pas sûre qu'il se soit senti vraiment un intellectuel français. Je pense que sa plus belle réussite dans ce domaine-là, c'est vous deux, ces deux fils. Vous avez tous les deux très bien réussi. Vous avez intégré des grandes écoles. Vous avez fait Centrale vous-même. Votre frère Léna, il est devenu ministre de l'économie. Vous êtes un financier. Donc, je crois que il pouvait pas avoir de meilleurs fils. En tout cas, il le dit dans le livre qu'il est extrêmement fier de ses fils. Vous étiez deux petits garçons merveilleux. Il le rappelle. Il le dit. C'est vrai. Donc, en tout cas, si lui n'a pas réussi vraiment lui-même à être intégré, et on peut comprendre à quel point c'était difficile, c'est ses fils qui lui ont apporté ce bonheur. Alors, on revient sur ces rencontres, parce que c'est vrai qu'avec lui, on se balade de Saint-Michel à Montparnasse, on rencontre tous ces intellectuels, mais surtout, ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'il est dans un Paris dans lequel il observe aussi le communisme et le stalinisme monter, et lui forme avec ses intellectuels un groupe qui dénonce ce stalinisme, et ça n'est pas facile à cette époque où on sait que le Parti communiste a beaucoup dominé la vie intellectuelle. Absolument. Mais lui est resté sur bien sûr ses positions, à essayer de les faire entendre avec ses amis. C'est ce qui aussi les lie. Est-ce que vous avez, à la découverte de ces manuscrits, est-ce que vous avez appris quelque chose de votre père que vous ne saviez pas? On a appris, oui. Moi, j'ai appris beaucoup dans ce livre. D'ailleurs, c'est une caractéristique de notre père, c'est que je crois que chaque phrase qu'il prononçait, on apprenait quelque chose. C'est ça qui était absolument fantastique. Donc oui, dans ce livre, j'ai appris énormément de choses. Vous parliez tout à l'heure de son côté dépressif, et notamment du fait qu'il est même pensé au suicide. Ça, c'est quelque chose que j'ai totalement ignoré, et dont il ne parlait absolument pas. Et puis effectivement, sur sa vie, le trio qu'il a formé avec ses amis, il y a énormément de détails qu'on a pu découvrir et qui rendent ce livre tout à fait personnel. Je crois qu'une des choses importantes qui en tout cas ressort, c'est que c'est peut-être le livre le plus personnel qu'il ait écrit, dans lequel on apprend des choses sur les sentiments que il a écrit, sur ce qu'il ressentait, et ça, c'est pas toujours ce que faisait mon père dans ses écrits, qui étaient plutôt scientifiques. Oui, pour lui, c'était plus facile d'écrire ses sentiments que de les dire, comme pour beaucoup. C'était pas toujours la chose la plus simple. C'était quelqu'un de très discret. Néanmoins, on savait beaucoup de choses, mais c'était pas forcément dit, ou en tout cas là, c'est écrit. C'est fantastique de pouvoir. Un très beau témoignage. Restez avec nous, Denis Moscovici. On continue de parler de ce livre à titre posthume de votre père Serge Moscovici, Mon après-guerre à Paris, paru aux éditions Grasset. À tout de suite.
judaïkfm.fr, la nouvelle adresse web de Judaïk FM. judaïkfm.fr. Nouveau sur Judaïk FM, vous souhaitez voir nos animateurs et leurs invités en vidéo? Connectez-vous sur la chaîne YouTube Judaïk FM. Et on se retrouve dans la seconde partie de notre émission. Ce matin, nous parlons de ce livre, Mon après-guerre à Paris, paru aux éditions Grasset. C'est ce livre, à titre posthume, de Serge Moscovici, que nous présente l'un de ses fils, Denis Moscovici, qui est avec nous ce matin. Alors, Denis, on a parlé de ce qui a sauvé votre père, lui, ce juif immigré roumain qui arrive à Paris en 48, avec, on imagine dans le cœur et dans la tête tous ses souvenirs et tout de ce drame de la Shoah. Il est sauvé grâce aussi à la rencontre de ses amis, Isaac Kiva et Paul Celan. Et c'est l'occasion, dans les pages où il rend hommage à ces deux hommes, juifs immigrés roumains comme lui, de rappeler un pan de l'histoire qui, selon lui, est sous-traité. C'est le malheur de ces juifs roumains, et notamment à travers le pogrom de Bucarest en 1941. Vous pensez, vous aussi, que c'est une partie de l'histoire qui n'est pas traitée suffisamment, qu'on connaît trop peu? On la connaît très peu, même si une personne comme Alexandra Léniel-Lavastine a publié des choses sur cette période. Elle a écrit un livre spécifique là-dessus. Il y a eu plusieurs livres, mais c'est vrai qu'on sait assez peu de choses. J'espère que la biographie de Paul Celan, qui va sortir bientôt, le livre de mon père, pourront un peu expliciter, montrer à nouveau ce qui s'est passé dans ce pays. Il est très très clair que, vous savez, dans les pays de l'Est, parler de cette période, écrire cette histoire était quelque chose d'extrêmement difficile. En Roumanie, particulièrement difficile. Et je crois que mon père, mais Kiva également, vous parliez du pogrom de Bucarest, Isaac Kiva a écrit sur a été témoin du pogrom de Iași, qui a quand même vu le massacre de plus de 10 000 juifs. Donc je dirais que c'est quelque chose d'absolument terrible, dont on ignore peu de choses, mais que des livres comme celui-ci peuvent rendre accessible au plus grand nombre. Oui. Alors, il a évidemment en Roumanie souffert de l'antisémitisme. Et alors, il y a quelques pages qui sont consacrées à l'antisémitisme. Votre père, Serge Moscovici, a une analyse très fine de l'antisémitisme, et il dit notamment, et ça c'est assez étonnant peut-être, que le rêve de l'assimilation totale pour un juif est illusoire. En vertu d'une autre raison capitale, ce sont les majorités qui ont besoin des juifs et n'entendent donc pas les voir disparaître. Il dit d'ailleurs, il ajoute que l'antisémitisme c'est le problème des antisémites, et qu'il ne faut pas chercher à s'assimiler forcément, il ne faut pas chercher à adopter un comportement que l'on attend de nous. Et il ajoute, j'ai toujours pensé qu'il fallait éduquer des juifs debout, élever l'enfant dans la fierté d'être juif, au lieu de l'inciter à adopter une attitude supposée conforme aux attentes de la société. C'est très fort ce qu'il dit. C'est très fort. Je suis ravi d'ailleurs que, on est dans une période de commémoration du 75e, de la 75e année de la découverte du camp d'Auschwitz. Il y a beaucoup de discours, y compris des discours par le président de la République française. Effectivement, le premier passage que vous citez, c'est une chose qui aujourd'hui semble, c'est-à-dire que l'antisémitisme est le problème des antisémites, des autres en tout cas, est quelque chose qui aujourd'hui me paraît être admis maintenant, être dit par les institutions, et ça n'a pas toujours été le cas. Voilà. Après, il y a un paradoxe quand il dit, dans la deuxième partie de la citation que vous évoquiez, parce que par exemple, je prends mon frère et moi, nous avons été élevés, je dirais sans pas du tout comme il l'indique dans cette... Vous devancez ma question. Dans la fierté d'être juif, alors, dans la fierté d'être juif, oui, certainement, dans la fierté,
dans la fierté d'être juif, sans aucun doute. Oui. Mais ça n'a pas été un sujet de notre enfance. On n'a pas reçu d'éducation religieuse. Nous n'avons pas. Contrairement à lui. Contrairement à lui, absolument. Mais comme je vous l'ai dit, c'est sa famille maternelle qui était une famille chassidique. Il a appris pieuse. Il a appris jusqu'à sa bar mitzvah. Je pense qu'il a appris l'hébreu. Il a suivi une éducation religieuse. Et je crois qu'après, il s'en est éloigné. Et nous, en tout cas, nous n'avons pas reçu ce type d'éducation. Il ne l'a pas souhaité pour plusieurs raisons. Une des raisons étant probablement que mon frère étant né en 57, moi en 62, on n'était jamais à peine plus de 15 ans après les événements, et que je crois qu'à cette époque-là, il y avait encore cette peur de donner du retour de l'antisémitisme. Du retour de l'antisémitisme, et donc il a souhaité nous donner en effet une éducation différente. Après, ce n'était pas un sujet que nous n'abordions pas, évidemment, on l'abordait beaucoup. Donc cette fierté, nous l'avons. Mais je dirais, c'est assez paradoxal la phrase que vous citez. Et oui, évidemment, c'est pour ça que je l'ai relevé, parce que c'est étonnant. En tout cas, son judaïsme, et on vient de le dire, il a été élevé dans le judaïsme, et d'ailleurs, de mémoire, il dit dans le livre que c'est des souvenirs de bonheur pour lui, ses études, aller avec son grand-père, je crois, à la synagogue. Donc c'est quelque chose d'assez fort. Et d'ailleurs, dans le livre, il fait des références à la Bible de temps en temps. Il parle de la mer Rouge qui se refermerait sur ses ennemis. Il cite des phrases. Ça l'a beaucoup aidé, même pendant ces années d'après-guerre où ça a été dur. Le judaïsme était quand même assez important pour lui. Hein. Très important, très important. Il dit je n'ai jamais vécu sans présence religieuse, ou plutôt sans l'élan du croyant. Peu importe que je sois devenu athée, cette présence, le rituel du Shabbat, les fêtes, l'école hébraïque, les cours d'histoire biblique, le temple où je me rendais avec mon grand-père et où j'imitais de mon mieux le balancement de son corps d'avant en arrière. Il était très grand, donc ça devait être Et voilà, il dit, tout cela constitue même la seule partie bénie de mon enfance. Là, voilà la partie. Hein. Donc c'est vraiment, pour lui, c'était important. C'est resté important toute sa vie, jusqu'au bout. C'est resté important. Je crois que c'est une découverte de ce livre également, puisque c'est le livre le plus personnel qu'a écrit notre père. C'est une découverte, en effet. C'est pas quelque chose que, et d'ailleurs quand je discute avec ses amis ou les gens qui l'ont connu, pour eux c'est aussi une découverte, c'est-à-dire que c'est quelque chose dont ils ne parlait pas beaucoup, qu'il avait vraiment décidé de garder dans sa sphère privée. Et donc c'est vraiment avec sa famille, voilà. Donc on a, comme je vous l'ai dit, pas reçu d'éducation religieuse, mais cette religiosité, ou en tout cas le fait qu'il ait, comme vous le dites, toujours ressenti une présence de quelque chose, ça c'est indéniable. Comme il le dit. Comme il le dit, c'est indéniable. Mais après, c'était pas quelque chose qu'il partageait. Là, on sent vraiment que il écrit avec le cœur, évidemment, il se livre. Et d'ailleurs, dans ce livre, il y a très peu d'analyse de son engagement politique, alors que, à un moment donné, au début, il le dit bien, l'engagement politique, ça l'a sauvé aussi. C'est quelque chose qui lui a permis de continuer malgré tous les problèmes. Il est à l'origine de la théorie de l'écologie politique. Il n'en parle pas beaucoup. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est essoufflé dans sa carrière, ou est-ce qu'il avait toujours cette envie cet engagement politique de mener un combat? Parce que on sent qu'il y a quand même deux voies parallèles dans sa vie. Il y a d'un côté la psychologie, la psychosociologie, de l'autre côté l'engagement en écologie. Alors oui, et l'histoire des sciences aussi, parce que l'histoire des sciences, notre père, beaucoup le qualifie d'encyclopédiste. Donc il couvrait énormément de sujets, et j'espère qu'on pourra redécouvrir ses travaux à l'occasion de cette parution. Mais alors l'engagement politique, c'est quelque chose qu'il a eu dans sa jeunesse, en Roumanie, avec les mouvements sionistes. Le communisme était également pas très loin pendant ces années-là, mais il s'en est éloigné. Et donc il a retrouvé une forme d'engagement politique dans l'écologie,
Il a donc même été candidat sur une liste, je crois, dans le 5e arrondissement avec Brice Lalonde, du temps de Brice Lalonde, et il a participé avec Robert Jolin, avec René Dumont, à la naissance de ce mouvement écologiste en France. Il a contribué à la revue Le Sauvage. Il a énormément écrit sur ce thème. Il y a des livres et des travaux très importants. Je crois qu'il a été précurseur. Il a été précurseur. Il a beaucoup d'avance. Oui. Je viens de croiser Alexandre Adler qui me disait qu'il avait probablement 30 à 40 ans d'avance et qu'aujourd'hui il faudrait relire ses travaux. Donc je le remercie pour cela. Après, l'engagement politique, il faut faire attention. Mon père est donc arrivé en France, a obtenu une nationalité française après de nombreuses années, et l'engagement politique, c'était pas quelque chose de facile pour des gens qui avaient vécu des années difficiles, et donc je crois qu'il est toujours resté extrêmement prudent par rapport à l'engagement politique, à la fois, comme je vous l'ai dit, par une forme de crainte, mais aussi parce qu'il avait beaucoup de doutes par rapport au militantisme en général. Merci Denis Moscovici d'avoir été avec nous et de nous avoir fait partager ce beau livre, Mon après-guerre à Paris, vraiment à découvrir, à lire, aux éditions Grasset de Serge Moscovici. À très bientôt sur notre antenne. Merci, au revoir.